Alors, aujourd'hui, le décathlon culturel nous fait voyager, il nous amène à Paris. Bonjour, Sophie Rochefort-Guillet. Merci, Bonjour Honorina. merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc, Avec plaisir. justement, la première question serait comment la francophonie se traduit-elle pour un Français, pour une Française? Alors le souci, c'est qu'en fait, on a tendance à considérer la francophonie comme quelque chose d'acquis. C'est-à-dire que quand on va à l'étranger, quand on vient en Roumanie, si on va au Liban, qu'on va en Afrique, ou qu'on rencontre des gens dans des communautés un petit peu plus loin qui parlent français, ça nous semble quelque chose d'extrêmement normal. On vit avec cette idée que le français, et ne se représente pas l'effort d'investissement que les gens font en apprenant le français, les liens que cela crée et aussi quelquefois le côté très désintéressé qu'il peut y avoir à apprendre cette langue et cette culture, parce qu'évidemment on pense tout de suite à l'anglais qui est une langue de travail, qui permet immédiatement de communiquer avec les autres. Choisir d'apprendre le français, c'est choisir de faire un effort, et c'est pas forcément un investissement sur lequel il va y avoir un retour immédiat, c'est plus faire partie d'une communauté. Or, vu de France, ça nous semble quelque chose d'assez évident et de logique, qu'on attendrait des autres. Et c'est pour ça qu'on ne fait peut-être pas assez d'efforts dans la reconnaissance de ce que font ceux qui nous font l'honneur d'apprendre le français. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent de tous les pays du monde, des gens qui viennent du Vietnam, où il y a une certaine tradition, mais d'Inde, de Pondichéry par exemple, qui viennent de Chine, Singapour, et qui arrivent en ayant déjà un niveau extraordinaire de français. Et je n'avais pas mesuré cette chance que l'on avait d'avoir ce pôle d'attractivité qui est lié à la culture française, qui fait que les gens ont envie d'apprendre la langue comme une sorte de sésame qui va ensuite leur permettre d'accéder à autre chose. C'est pas seulement un moyen de communication, il y a beaucoup plus. Il y a la culture, il y a le mode de vie, il y a énormément de choses. Et le fait de vivre en France fait qu'on n'en a pas toujours une sensibilité très fine. Il faut aller à l'étranger, il faut rencontrer du monde, justement pour prendre conscience de ça. Ça ne va pas de soi. D'accord. Donc, en enseignant l'histoire de l'Europe et de l'Asie à l'Institut d'études politiques de Paris, ça fait aussi parler un tout petit peu de la France ou de la culture européenne. Oui, avec des aspects très positifs. C'est-à-dire que, par exemple, quand on commence à étudier avec les élèves la route de la soie, on passe à différents endroits qui rappellent des choses dans la culture française. Par exemple, dès qu'on arrive en Perse, bah, on a Montesquieu qui déboule, les lettres persanes. Alors, on voit les yeux des étudiants français qui s'allument. C'est moins clair pour les étudiants qui viennent d'autres parties du monde, et notamment d'Asie. Ça, c'est l'aspect très positif. Quand on parle de Phileas Fogg et qu'on arrive en Inde, là, effectivement, il se passe quelque chose. Et puis, il y a un aspect qui est beaucoup moins sympathique à enseigner, c'est tout ce qui recouvre la colonisation. Parce qu'il y a un moment où cette langue, elle a été aussi la langue de quelqu'un qui était venu, qui s'était installé, dont il a fallu s'émanciper. Et Absolument. les rapports à ce moment-là deviennent plus ambigus. C'est une sorte de relation d'amour et de haine, quelque part, bien mélangée, qu'il faut arriver à démêler, qu'il ne faut pas imposer comme une vérité, en fait. Et il faut essayer de l'aborder dans toutes ses nuances. Donc il y a ces deux aspects-là, fascination et acceptation de l'histoire telle qu'elle a été vécue et telle qu'elle peut être encore ressentie dans des pays où il y a une présence française effective, longue et parfois pesante. Et si on parle de la langue française, on se rappelle que au 19e siècle, le Mmh. français était parlé partout en Europe. La littérature roumaine garde plein de pages avec des phrases et des mots en français que les auteurs utilisaient en français. On se rappelle bien sûr les écrivains russes qui ont utilisé Oui. le français. L'OEF dit que en 2050, le français sera la langue la plus parlée dans le monde. Donc, entre l'histoire et l'avenir, où voyez-vous le français demain, le futur de la langue française? Alors, de mon point de vue, mais ça c'est très personnel, je pense qu'il n'y a un avenir que parce qu'il y a un passé. C'est-à-dire que le français ne peut prétendre à cette espèce d'universalité comme langue et comme culture que parce que justement il y a eu cette attraction à la fois sur
de nombreux pays qui ont quelquefois été obligés de l'apprendre, mais aussi à cause de ces élites. Vous parliez des Roumains, des Russes, il y a des Sud-Américains, il y a des Américains, il y a des Britanniques. Enfin, il y a beaucoup de gens qui parlent le français comme une seconde patrie, en quelque sorte. Donc ça, c'est la conséquence pour qu'une langue reste vivante, avoir toutes ses racines. Ensuite, effectivement, si on prend le nombre de locuteurs, on peut faire des courbes qui montrent que le français sera une langue étonnamment parlée, avec beaucoup de locuteurs, sans doute une grande richesse aussi parce que des particularismes existent. Le canadien, le créole, la langue française telle qu'elle est encore parlée à Pondichéry ont une saveur qui n'a rien à voir avec la langue parisienne. Ce sont des langues qui évoluent ensemble, mais sur des chemins de traverse un petit peu différents. Et donc, c'est toute cette richesse aussi. Peut-être malgré tout que le fait de devenir une langue un petit peu comme l'anglais risque d'affadir cette langue en faisant une sorte de simple vecteur de communication et qu'on perdra peut-être en intensité ce qu'on gagnera en nombre de gens qui parleront cette langue. Après, tout ça, ce sont des projections et c'est très difficile de savoir ce qu'il en sera, puisque ça va dépendre de la vitalité de la culture française, de son cinéma, de sa littérature, de sa capacité à trouver une place originale au milieu, pas contre, mais en face de cette littérature, de ce cinéma, de cette production culturelle anglo-saxonne. Et puis, je crois qu'il faut aussi un peu de modestie, quelque part, de la part des Français, parce que la francophonie, c'est très bien, mais il y a aussi une ère germanophone, il y a une ère hispanophone extraordinaire de vitalité. Donc, c'est par le respect de ces aires-là aussi qu'on arrive à grandir, je crois. Et on va finir avec deux questions très courtes. Un auteur préféré et un artiste préféré. Là, je sais que c'est difficile de trouver. Alors, un auteur préféré, je peux en donner deux, j'ai le droit à deux. D'accord. Alors, je dirais Shakespeare, parce que j'ai été élevée avec Shakespeare et il y a tout dans Shakespeare. C'est un monde, un univers. Et puis ensuite, et de plus en plus, j'aurais tendance à dire Sioran. Alors, je le prononce très mal. J'ai retravaillé dessus, j'ai eu la chance de le rencontrer et je me rends compte qu'on peut l'avoir sur sa table et y puiser des choses tous les jours. Et c'est pas un auteur déprimant. C'est un auteur qui donne des leçons de vie qui est extraordinairement roboratif. Donc, avec Shakespeare d'un côté et Sioran de l'autre, des tout petits volumes pour Sioran et des gros tomes pour Shakespeare, je crois que j'atteins un équilibre assez bon. Et si on devait parler d'un artiste, moi je citerais volontiers Alfred Brendel, qui est un pianiste, un spécialiste enfin un spécialiste, un immense interprète de Beethoven, et qui par ailleurs s'intéresse à la peinture et écrit de la poésie. Donc pour moi, c'est une sorte d'artiste complet. Et il parle français, hein, évidemment, bien sûr. Bon, merci beaucoup pour ce court entretien à distance. J'ai hâte à vous revoir à une de nos conférences à Avec grand plaisir. l'université, face à face. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Honorina. À bientôt.